On va maintenant parler intelligence artificielle et déficience visuelle. On va donc accueillir pour ce faire Alex Bernier, directeur de Brainnet. Eh ben, merci, déjà bonjour à tous et merci à la fédération, de m'avoir proposé de faire cette présentation sur l'intelligence artificielle et puis ses applications à la déficience visuelle. Alors, je vais commencer par donner quelques définitions. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'assez vaste, c'est un sujet, plutôt «à la mode» entre guillemets ces dernières années. Ça recouvre, vraiment beaucoup de choses. Donc ça peut, par exemple, consister, en robotique à créer des robots humanoïdes qui vont avoir un comportement, une démarche et une conversation qui se rapporte de celle qu'on peut avoir avec un humain. On peut aussi parler d'intelligence artificielle dans le domaine des jeux. Ça fait quelques années déjà qu'on sait développer des programmes de jeux d'échecs, qui battent, joyeusement les meilleurs, champions humains, dans ces différentes disciplines et donc ça aussi, c'est de l'intelligence artificielle. Alors moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas tout à fait ça, enfin ça pourrait être l'objet d'une future présentation, mais c'est un des sous-domaines de l'intelligence artificielle, heu, un des domaines de l'intelligence artificielle qui s'appelle spécifiquement l'apprentissage. Je vais vous parler d'algorithmes qui, à partir de données, souvent beaucoup de données, arrivent à fournir des résultats qui se rapprochent autant que possible de ceux qu'un humain aurait fournis à partir de ces mêmes, de ces mêmes données, dans un même contexte. Donc par exemple, on imagine, une collection d'images, et ben, un algorithme d'intelligence artificielle aujourd'hui, un algorithme d'apprentissage plus précisément, va être capable, après l'avoir entraîné, de nous dire, bah, quel est le contenu, de ces images. S'il s'agit d'un chat, d'un tigre, d'un léopard, d'un raton laveur, d'un pangolin et cetera et cetera. Voilà, c'est ces algorithmes-là dont je vais vous parler aujourd'hui et je vais essayer de vous fournir à chaque fois des exemples d'applications, qui peuvent, nous être utiles, nous, utilisateurs déficients visuels et puis aussi vous parler un peu des limites, puis aussi des perspectives d'amélioration de ces différents algorithmes. Alors pour fixer quelques notions, quand on parle d'algorithmes d'apprentissage, on parle d'algorithmes qui sont assez anciens en fait, pour certains ils ont, plusieurs dizaines d'années mais ils arrivent vraiment dans nos vies depuis quelque temps grâce à l'émergence de ce qu'on appelle le big data. En clair, grâce à l'émergence, la possibilité d'avoir accès à des grandes bases de données, des grands entrepôts de données et d'extraire des informations de ces grandes quantités de données en un temps assez rapide, donc grâce à l'augmentation de la capacité de calcul de nos ordinateurs. Et donc, en plus de ça, avec l'apparition des mobiles, enfin la généralisation des mobiles pour tout un chacun, bah, la possibilité de collecter beaucoup de ces données pour construire voilà, vraiment des grosses bases de données. Donc collecter des photos, collecter des fichiers, enfin du son, collecter du texte en masse pour pouvoir bah, faire apprendre, entraîner ces algorithmes à partir de ces données. Alors, on va distinguer différents types d'apprentissage. Quand on parle d'algorithmes d'apprentissage, on parle soit d'apprentissage supervisé, soit d'apprentissage non supervisé. Alors, un exemple d'apprentissage supervisé, pardon, ça pourrait être vouloir trouver la langue d'un texte. Donc, on a une grosse quantité de phrases, certaines en français, d'autres en anglais, d'autres en allemand, d'autres en italien, en espagnol, en portugais, etc., etc. Et pour chacune de ces phrases, bah, on sait dans quelle langue elle est. Donc on va, entre guillemets, nourrir, faire apprendre, se faire entraîner un algorithme. On va lui présenter à chaque fois un couple, une phrase et puis sa langue. Et dans la phrase initiale, on va extraire ce qu'on appelle des caractéristiques, features en anglais. Et les caractéristiques, bah, ça va être par exemple la fréquence de certaines lettres, la présence de motifs, donc par exemple des successions de lettres, etc. etc. Donc on va extraire des caractéristiques et puis on va mettre en rapport ces caractéristiques avec bah, l'information qui consiste à savoir si ce texte est en français, en anglais, allemand, etc., etc. Et donc, si on a des données suffisamment riches, eh ben, on sera en mesure de faire apprendre un algorithme qui, quand on lui présentera un texte dont on ne connaît pas la langue, bah, sera capable de dire, avec une probabilité raisonnablement bonne, à partir des exemples qu'il a vus, entre guillemets, jusqu'à maintenant, quand il a été entraîné, sera capable de dire dans quelle langue est le texte.
Alors je vous parle de ça, ça peut être intéressant en accessibilité parce que, on a des critères, notamment en accessibilité du web, mais ça peut aussi être intéressant pour l'accessibilité des livres numériques, qui demandent à ce que lorsqu'il y a des changements de texte, enfin des changements de langue, pardon, à l'intérieur d'un texte, d'une page web ou d'un document, bah, que ces changements soient balisés. Ça, c'est intéressant en accessibilité parce que ça permet à la synthèse vocale, de se paramétrer et d'utiliser la bonne langue, donc c'est-à-dire de prononcer le texte avec une voix anglaise, plutôt qu'avec une voix française, lorsqu'on passe du français à l'anglais. Donc voilà, ça c'est un des premiers exemples d'apprentissage, supervisé que je peux vous décrire. Et pour les apprentissages non supervisés, on va les trouver dans le cas où on veut discriminer certaines catégories. Donc par exemple, on a des images, on a une collection d'images, on va dire que, on sait que ce sont toutes des billets de banque. On a des billets de 1 €, 2 €, 5 €, 10 €, 20 €, 50 €. Donc on a un nombre assez faible de classes, de catégories, on va dire, pour simplifier. Et on va créer un algorithme qui, à partir de ces multiples photos de billets de banque qu'on va avoir, va être capable de les répartir en ces différentes catégories. Donc l'algorithme va extraire des caractéristiques toujours et c'est, le programmeur qui va définir les caractéristiques qui vont bien. Donc ça pourrait être par exemple, est-ce qu'il y a un rond, sur le billet? Est-ce qu'il y a un truc qui ressemble à un 1? Enfin voilà, donc ça demande, un peu de précision pour être défini, informatiquement. Et à partir de ces caractéristiques-là, bah, l'algorithme, à partir de la collection d'images qu'on va lui donner, va être capable de les trier dans les différentes catégories. Donc 1 €, 2 € et cetera et cetera. Et donc, en sortie, bah, on aura, nous, entre guillemets, plus qu'à étiqueter, ces différentes catégories, donc pour dire de quel type de billet il s'agit, ce qui va beaucoup plus vite que d'avoir à étiqueter les quelques milliers d'images, qui se trouvaient dans notre base de données. Voilà, donc en gros, ça c'est pour une distinction, en introduction sur les différents types d'apprentissage, supervisé ou non supervisé. Alors maintenant, je vais vous faire un petit panorama sur différentes, thématiques, on va dire, des algorithmes, d'intelligence artificielle qu'on peut trouver, vous décrire, en quoi ils peuvent être utiles pour, les déficients visuels. Donc je vais commencer par parler des images, ensuite je vous parlerai du texte, aussi un petit peu du texte plus image, parce qu'il y en a qui sont des algorithmes qui sont un peu hybrides. Après je vous parlerai de son, d'audio, et puis pour terminer, s'il me reste un peu de temps, de locomotion. Alors pour commencer avec les images, vous connaissez, enfin parmi vous, certains connaissent sans doute les applications Seeing Eye pour iOS ou Lookout pour Android, qui utilisent toutes les deux des algorithmes d'intelligence artificielle pour faire soit de la reconnaissance de caractères, soit de l'analyse de scènes. Donc, avec votre smartphone, vous filmez votre environnement et à partir des images qui sont capturées, l'application est capable en temps réel de vous dire, que vous êtes en présence d'un texte, de vous lire ce texte, ou bien que, selon le mode dans lequel vous l'activez, que vous êtes en présence, que vous avez un meuble devant vous, que vous êtes devant une fenêtre, devant une porte, et cetera, et cetera. Et donc ça, c'est des algorithmes, voilà, d'intelligence artificielle et qui se traduisent par des usages assez concrets, pour nous, parce que, voilà, ça nous permet de lire du texte, de détecter ou de reconnaître plutôt des objets, de reconnaître des billets de banque aussi, comme je le décrivais tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont déjà présentes dans des applications, du quotidien, alors, enfin dont on peut se servir au quotidien. Et je te donne, comme exemple Seeing Eye et Lookout, mais il y a d'autres applications. Il y a même des matériels dédiés pour faire ce genre de choses. Certains d'entre vous connaissent peut-être les lunettes Orcam. Bah, c'est à peu près le même type d'algorithme basé sur des techniques d'intelligence artificielle et en particulier d'apprentissage qui sont utilisées, à l'intérieur. Alors vous me direz: «Mais quoi de neuf en fait?» Par exemple de la reconnaissance optique de caractères, de l'OCR, on en faisait déjà depuis longtemps, donc finalement, c'est pas forcément une grande nouveauté, d'avoir un logiciel, une application sur mobile, qui fasse de l'OCR. Alors oui, c'est vrai, on avait de la reconnaissance de caractères depuis longtemps. Il y a des logiciels sur PC qui font ça depuis, 30-40 ans. On a des logiciels sur mobile qui faisaient ça, comme KNFB Reader, déjà plutôt pas mal il y a quelques années. Alors le gros
gros avantage de ces algorithmes d'apprentissage, c'est qu'en général, ils sont robustes, c'est-à-dire qu'ils ont de bonnes capacités de généralisation, souvent meilleures que celles des logiciels entre guillemets classiques. Par exemple, Seeing Eye ou Lookout sont capables de détecter des textes sur des boîtes de conserve, sur des paquets, des boîtes alimentaires, etc., etc., sur des supports un peu biscornus, j'ai envie de dire, et pour lesquels les logiciels traditionnels, entre guillemets, auraient eu beaucoup plus de mal à donner des résultats corrects. Donc du coup, ces logiciels de traitement d'images ne sont pas forcément révolutionnaires dans ce qu'ils font. En revanche, ils sont quand même souvent beaucoup plus polyvalents. Ils ont des capacités de généralisation plus importantes que ce qu'on connaissait jusque-là. Alors ces histoires d'analyse d'images, c'est intéressant en termes d'accessibilité au quotidien, on va dire, parce que ça nous permet ouais, de faire de la détection d'objets. Parfois c'est amusant parce que ça nous permet de détecter des visages, de nous donner une estimation de l'âge d'une personne. Alors je ne sais pas si c'est très utile au quotidien, mais en tout cas c'est au moins amusant. Et ça sert aussi à décrire des images. Et donc là, ça peut être utile potentiellement en accessibilité du web. Le problème, c'est qu'on a tendance à vouloir les utiliser à tort et à travers, et que la limite des outils qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'ils ils sont pas forcément très précis dans la manière de décrire une image. Donc ils sont capables de dire, il y a une imprimante sur cette image, il y a un chat, un chien, etc., etc. On n'est pas très précis. Or, une bonne description, c'est une description, on va dire, concise et suffisamment précise, qui doit s'adapter au contexte dans lequel elle apparaît. Et donc, une des autres limites de ces outils de détection d'images, c'est qu'ils ne sont pas capables aujourd'hui de savoir s'il est pertinent de décrire l'image dans le contexte dans lequel elle apparaît. Par exemple, décrire qu'on a une imprimante sur une image, c'est pas forcément intéressant, parce que si cette imprimante est décorative, aucun intérêt de savoir qu'on a une imprimante. Nous, ce qui nous intéresse en pratique, c'est de savoir qu'il y a un bouton imprimé, mais qu'il s'agisse d'une imprimante, qu'elle soit bleue, etc., on s'en fout. Donc l'utilisation, on va dire, abusive de ces outils de description automatique peut créer du bruit, peut créer une surcharge d'informations qui sera plus handicapante et plus gênante qu'autre chose lors de la consultation de pages web. Donc c'est utilisé entre guillemets avec parcimonie. Alors là où c'est intéressant, c'est ces nouveaux outils d'analyse d'images et où ils nous permettent de faire des choses qu'on faisait très difficilement avant. C'est pour la reconnaissance de formules mathématiques. On a un logiciel qui s'appelle Infty Reader, qui est développé depuis une vingtaine d'années, qui sait faire de la reconnaissance de formules mathématiques. Alors c'est important de reconnaître des formules mathématiques parce que souvent, quand on récupère des livres numériques, les formules en question sont présentes sous forme d'images. Je ne vais pas trop m'attarder sur le pourquoi, mais le fait est là, c'est qu'elles sont présentes sous forme d'images. Donc pour les malvoyants, c'est à peu près exploitable, mais pas tout le temps terrible, parce que lorsqu'on essaye de les agrandir, ça va pixeliser notamment. Mais pour les aveugles, c'est totalement inexploitable parce que nos revues d'écran ne savent pas du tout se tirer parti de ces images. Donc il faut les transformer dans un langage qui sera utilisable, qu'on pourra restituer en braille, qui permettra une restitution en braille, une vocalisation. Il faut tirer, on va dire, ce langage à partir des images. Donc il y a des outils qui permettent de faire ça, de la reconnaissance de caractères sur des formules mathématiques. Et les outils qu'on avait jusque-là avaient un taux de reconnaissance qui varie en gros entre 20 et 30%. C'est pas très bon et ça demande énormément d'opérations de relecture et de correction a posteriori, et qui doivent nécessairement être être réalisées par un humain. Et du coup, conséquence de ça, ça rend difficile l'adaptation de documents scientifiques. Donc l'intérêt de l'intelligence artificielle et des algorithmes d'apprentissage, c'est qu'à partir d'une grosse base de données de formules, donc une image et puis à côté la formule représentée dans un langage comme LaTeX ou MathML, on va être capable de créer des algorithmes beaucoup plus performants pour faire de la reconnaissance optique d'équations et possiblement avoir des gains considérables en productivité pour l'adaptation de manuels de mathématiques, par exemple. Alors, quand je dis un gain important, c'est que les algorithmes d'apprentissage qui sont en cours de développement en ce moment arrivent à atteindre des taux de succès de 90%, donc à comparer aux 20 à 30% que je mentionnais tout à l'heure pour les approches plus anciennes.
on a comblé un fossé assez important. Malgré tout, 90%, c'est pas encore suffisant. On estime que pour qu'un opérateur humain ait relativement confiance et pour que ce soit vraiment rentable d'utiliser un outil de reconnaissance de caractère, on doit atteindre les 99,5% de fiabilité. Donc il y a encore un fossé à combler, mais en tout cas, il y a déjà eu un gain qualitatif assez important euh, apporté par ces nouveaux algorithmes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir sûrement émerger dans les prochaines années, qui permettront, des algorithmes qui permettront vraiment d'adapter des nouveaux livres, enfin des livres scientifiques qu'on a vraiment de la peine à adapter aujourd'hui. Autre possibilité offerte, et ça c'est très exploratoire par les algorithmes d'apprentissage, c'est la structuration automatique de texte. Toujours un exemple lié à l'accès aux livres. Donc, quand on reçoit à Brainnet, quand on reçoit des fichiers sources de la part des éditeurs, souvent c'est au format PDF. Donc, ce sont des fichiers qu'on est obligé de restructurer à la main pour indiquer manuellement si on a un titre de niveau 1, 2, 3, etc., si on a une note de bas de page, etc., etc. Et donc, on est en train de développer à Brainnet des algorithmes d'apprentissage qui, à partir d'une image, d'une page, et à partir du texte aussi, va extraire certaines caractéristiques, donc la taille de la police, l'espace entre le texte, entre la ligne de texte et la ligne suivante, le niveau de graisse, donc savoir si les caractères sont en gras, s'ils sont en italique, etc., etc. À partir de ces différentes caractéristiques, va essayer de détecter si ce texte est un titre, si c'est une note, etc., etc. Donc pour essayer de gagner du temps, toujours, dans l'adaptation de livres à partir de documents PDF ou de documents images qu'on aura numérisés. Autre catégorie de contenu, on va dire, pour lesquels les algorithmes d'apprentissage sont intéressants, c'est pour l'analyse de texte. Alors en analyse de texte, on fait beaucoup de choses aujourd'hui. C'est un domaine à part entière qui s'appelle le TAL, le traitement automatique des langues. Le traitement automatique des langues, c'est vraiment très vaste. On peut détecter les sentiments à l'intérieur d'un texte. On peut détecter la langue, comme je le décrivais, comme j'en parlais tout à l'heure. On peut aussi détecter certaines figures de style, la présence d'une métaphore, d'une anacolute, d'un anaphore, etc., etc. Nous, on va faire des choses beaucoup plus prosaïques dans notre domaine. On va, par exemple, essayer de détecter les noms propres. Alors ça, pourquoi ça nous intéresse? L'abrégé français est quelque chose d'un peu vétuste. Et détecter les noms propres, ça va nous permettre d'appliquer cette règle qui veut que lorsqu'on transcrit un document en braille abrégé, en français en tout cas, les noms propres ne doivent pas être abrégés. Donc, on peut espérer utiliser l'intelligence artificielle, les algorithmes d'apprentissage, pour pallier à cette vétusté entre guillemets du code braille abrégé et pour donc augmenter la qualité des documents qu'on va produire. Donc détection de noms propres, et puis en général, détection de la nature d'un mot. On sait qu'on a un abrégé complexe, et donc des mots identiques qui s'écrivent de manière identique vont parfois s'abréger de manière différente. Donc si par exemple je vous dis aux éditions du Toucan, nous éditions tout type de livres, édition qui est un nom féminin au pluriel, et nous éditions le verbe éditer à la première personne plurielle de l'imparfait. L'un est donc un nom, l'autre est un verbe. Ils s'écrivent tous les deux de la même façon, mais ils ne vont pas s'abréger pareil. Et ils ne vont pas se prononcer de la même façon non plus. Donc c'est un problème qui est bien connu des transcripteurs et bien connu des concepteurs de synthèse vocale, pour lequel l'intelligence artificielle apporte aussi des solutions assez sympathiques, parce qu'on va pouvoir créer des algorithmes qui vont nous permettre de détecter la nature d'un mot, donc savoir si c'est un verbe, si c'est un nom, et d'adopter un comportement approprié en fonction de ça. Donc, par exemple, utiliser la bonne prononciation ou dire si on doit abréger de telle ou telle manière ce mot en fonction de sa nature. Donc voilà, ça c'est aussi des progrès qu'on peut attendre grâce à ces algorithmes d'intelligence artificielle, on va dire, en termes d'augmentation de la qualité, de l'amélioration de la qualité de documents, que ce soit pour de la production braille ou que ce soit pour de la production en voie de synthèse. Pour passer à la thématique audio de ma présentation, on a vu depuis quelques années l'émergence de nouvelles façons pour construire des voix de synthèse. À partir d'extraits sonores, donc de phrases séparées dans des fichiers audio, donc une phrase par fichier audio et du texte équivalent, on arrive à créer des synthèses vocales de très bonne qualité,
avec assez peu de force de développement. C'est-à-dire que c'est vraiment l'algorithme qui, à partir de l'audio et à partir du texte, va être capable de, par lui-même, d'apprendre, de gérer la phonétisation, la prosodie, etc., etc., et de produire des voix de synthèse de relativement bonne qualité. Quand je dis relativement bonne qualité, c'est même de très bonne qualité, parce que la plupart du temps, quand on fait des expérimentations à l'aveugle, ces nouveaux algorithmes atteignent des scores équivalents aux voix préenregistrées. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui écoute une phrase prononcée par cette voix de synthèse, un utilisateur qui écoute une phrase originale n'est pas capable de distinguer les deux. Alors ça paraît miraculeux comme ça, mais ça ne l'est pas forcément parce qu'il y a quelques désavantages à l'utilisation de ces algorithmes, notamment pour le moment, ils sont très lents et beaucoup plus lents que la plupart des autres algorithmes qui sont utilisés pour faire de la synthèse vocale aujourd'hui. Par contre, du fait de la facilité de mise en œuvre, ce que ça va nous permettre de faire, c'est développer des nouvelles voix. Donc, par exemple, pour le français, on pourrait imaginer développer des portefeuilles très importants de plusieurs dizaines de voix, et donc vraiment permettre à l'utilisateur de personnaliser le livre numérique qu'il souhaite avec la voix vraiment qui lui convient. Mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est pour des langues peu parlées, on va pouvoir créer des voix de synthèse alors qu'il n'en existe pas aujourd'hui. On a notamment pas mal de pays, enfin pas mal de langues dans des pays africains qui ont peu de locuteurs et pour lesquels les fabricants, des industriels type Amazon, Google, etc., n'ont pas développé de voix de synthèse aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de marché tout simplement. Et donc on pourrait très bien imaginer que des organisations à but non lucratif se saisissent de ces nouveaux algorithmes pour créer des voix de synthèse pour ces langues qui n'en ont pas, et donc ce qui pourrait bénéficier aux utilisateurs déficients visuels qui parlent ces langues-là actuellement et qui n'ont pas vraiment de possibilité d'accéder à l'information aujourd'hui dans leur langue maternelle en tout cas. On a pas mal d'outils de reconnaissance vocale qui se sont améliorés considérablement ces derniers temps. Tous ceux parmi vous qui utilisent des assistants vocaux l'ont sans doute remarqué. C'est quand même largement robuste. Alors souvent, il y a toujours quelques problèmes d'interprétation, des erreurs d'analyse, mais ça a quand même un résultat plutôt sympathique, plutôt performant. C'est un usage qui s'est considérablement implanté, notamment chez les déficients visuels, parce que ça permet, simplement en parlant, d'accéder, demander la lecture d'un podcast, demander la météo, de faire ses courses parfois, même si ça reste assez limité aujourd'hui, et en tout cas de le faire dans des conditions beaucoup plus simples que celles qui consistent à utiliser un PC sous Windows ou un mobile avec un lecteur d'écran. Ces améliorations-là, pour la reconnaissance vocale, on les doit aussi largement à ces algorithmes d'apprentissage, et elles ne font que commencer. Alors, dernier aspect dont je voudrais parler avant de terminer, c'est la locomotion. Aujourd'hui, on a de plus en plus de capteurs, donc des accéléromètres, des boussoles, etc., sur nos téléphones, des GPS évidemment, la caméra qui permet de filmer l'environnement dans lequel on évolue. Et un des gros enjeux, une des belles applications de l'intelligence artificielle à laquelle on assistera probablement ces prochaines années, ça va être de cumuler ces différentes sources de données pour nous faciliter nos déplacements. Aujourd'hui, on a souvent une application GPS qui essaye de nous guider. On a une application d'analyse de l'environnement avec laquelle on peut scanner, prendre des photos et obtenir le nom de l'enseigne d'un magasin devant lequel on se trouve. Et puis après, on va repartir dans l'application GPS pour voir dans quel sens, dans quelle direction on parcourt on parcourt le trottoir, etc., etc. Donc un des problèmes qu'on a, c'est l'utilisation de plusieurs applications, on va dire, pour analyser ces différents flux de données. Un des gros enjeux qu'on va avoir ces prochaines années, ça va être, on va dire, d'unifier un peu tout ça, d'analyser ces différents flux de données assez différents en même temps à l'intérieur d'une seule application pour vraiment intégrer tout ça et avoir une solution beaucoup plus fiable pour nous aider dans nos déplacements, qui soit capable à la fois d'exploiter le GPS, de détecter la présence de passages piétons par exemple, d'utiliser la boussole pour nous dire si on est parti dans le bon sens, etc. etc. Et donc vraiment tirer parti de tous ces capteurs qu'on a aujourd'hui et pour nous faciliter les déplacements. Bien, eh bien, c'était un tour exhaustif et
et intéressant, je pense, en tout cas éclairant pour pas mal d'entre nous. Pascal, est-ce qu'on a des questions ou est-ce que toi-même, tu as une J'ai petite pincée de sel? noté plusieurs choses, mais je vais déjà commencer par la question qui vient de tomber, qui nous demande si ces algorithmes d'analyse de texte de langue utilisent le deep learning. Oui, alors ils utilisent du deep learning, effectivement. Enfin, pour certains d'entre eux, oui. Le Est-ce deep qu'on peut rappeler ce learning, que c'est que le deep learning? alors deep learning, c'est de l'apprentissage profond, on va dire, et c'est Oui. une des sous-catégories d'algorithmes d'apprentissage. Alors, tous les algorithmes d'apprentissage ne sont pas des algorithmes de deep learning, mais ça va me demander d'entrer un peu dans les détails mathématiques, on va dire, pour expliquer la différence entre ces différents algorithmes. Et je pense que c'est pas ça qui va... ça va être un peu compliqué aujourd'hui. Mais oui, en tout cas, pour beaucoup, ces algorithmes d'analyse de texte sont basés sur des algos de deep learning. Donc en écoutant entre autres sur ce que tu nous as expliqué sur les maths, j'avais vu passer un projet qui était mené en Suisse, je crois. Est-ce que c'est à ça que tu as fait allusion ou est-ce qu'il y a plusieurs projets là-dessus? Alors, je ne sais pas si tu te rappelles du nom du projet mené en Suisse. Là, Je tout de pourrais suite, comme peut-être. ça, non. Il aurait fallu que j'ai Alors, cherché, mais bon. j'ai pas à l'esprit ce projet-là. Aujourd'hui, c'est très embryonnaire, on va dire. Donc, les algorithmes qui existent, en gros, ils sont capables à partir d'une image, de produire du LaTeX ou du MathML, enfin un truc exploitable en tout cas par un ordinateur. Et c'est à peu près tout. C'est-à-dire qu'il reste encore pas mal de travail pour traiter un document de bout en bout, notamment isoler l'image. Ça, c'est une tâche qu'on appelle la segmentation. Donc, en gros, on a une page avec plein de formules posées dessus. Et l'idée, c'est qu'on a besoin de localiser ces formules. Donc là, il y a encore du travail pour cette partie-là, pour savoir vraiment localiser les formules. Et après, les envoyer à ces programmes-là de traitement qui s'appliquent vraiment uniquement aux formules. Donc, il n'y a pas en gros d'outils d'OCR qui font le job de bout en bout pour un document, de faire de l'OCR pour le texte classique, plus de l'extraction des formules et de la reconnaissance des formules. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Oui, là, apparemment, ce que j'avais lu sur ce projet en Suisse, c'est qu'ils étaient en phase où ils avaient besoin d'alimenter l'intelligence, enfin, l'algorithme, justement. C'est ce que tu expliquais, quoi, d'alimenter pour avoir un maximum de comparaisons, pour qu'on puisse faire des rapprochements lorsqu'on retrouve des formules. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai lu ça aussi. D'ailleurs, ça fait partie, ce sont des métiers précaires d'être alimenteur ou alimentateur d'intelligence artificielle. Il paraît qu'il y a des tas de gens qui passent des heures et des heures à corriger ce qu'ont reconnu les voix, enfin les systèmes en dictée vocale. Visiblement, l'intelligence artificielle, elle n'est pas encore suffisamment intelligente, quoi. Elle a encore besoin d'apprendre. En fait, on Je schématise a un petit toujours peu, hein. besoin, pour les algorithmes supervisés dont je parlais tout à l'heure, qui sont très largement utilisés, on a besoin de données d'entraînement. Et donc, les données d'entraînement, il faut que ce soit des humains qui les produisent. Et c'est un des gros enjeux, en fait, quand on ne s'appelle pas Google, Amazon, Microsoft ou Facebook, c'est de se constituer des bases de données d'apprentissage. Et ça, c'est difficile. Quand on est Google, on a accès à des millions d'utilisateurs, voire des centaines de millions, des milliards. Et donc, l'acquisition de données n'est pas vraiment un problème. Mais quand on n'est pas Google, il faut s'arranger pour les trouver ailleurs. Ça, c'est un vrai enjeu pour les petites structures, entre guillemets, qui veulent se lancer dans l'intelligence artificielle. Alors pour le projet suisse, je pense que Voilà. j'ai retrouvé la Et bien là, référence. il y a même quelqu'un qui nous a répondu sur le Du coup, je chat suis en train de regarder directement. à côté. Je pense que c'est sur la conversion accessible automatique de manuels scolaires. C'est notamment la Haute École de Gestion Diverton. ARC. Voilà. Et ça a reçu un prix de l'innovation lors d'un symposium à Lausanne, auquel je me trouvais d'ailleurs pour intervenir. Le 9 septembre dernier. C'est bien celui-là. Je connais pas le projet en question sur le plan technique, donc je ne saurais pas dire précisément ce qu'il y a derrière, mais probablement de l'intelligence artificielle, effectivement. Voilà. Pour tout ce qui est locomotion, c'est vrai que, comme tu le disais, aujourd'hui, on a l'impression que pour pouvoir se déplacer en ayant tous les outils, c'est-à-dire le GPS, la détection des obstacles, etc., on a l'impression qu'il faudrait lancer 3-4 applications parce qu'il y en a une qui va savoir nous repérer mais pas savoir nous guider, l'autre qui sait nous guider mais qui ne sait pas bien nous parler en langage compréhensible par les DV. Le troisième, c'est compliqué. Est-ce que
déjà, dans un premier temps, une des solutions, en tout cas pour intégrer ces outils à la locomotion, ce ne serait pas déjà d'avoir des bonnes lunettes avec la caméra déportée, parce que au départ, l'enjeu, c'est toujours la difficulté de se balader avec sa canne blanche d'une main ou son chien, et puis son iPhone de l'autre, ou un autre téléphone, au risque de se le faire arracher, sans être Tout à parano, fait. c'est quand même la réalité. Donc, est-ce que déjà, tu ne crois pas que pour que les choses évoluent, enfin, en tout cas qu'on s'approprie les technologies, il va falloir commencer par avoir des bonnes lunettes avec une bonne caméra et Bah, peut-être d'autres capteurs déportés dessus. Oui, je pense aussi. Alors après, où va se trouver l'analyse? Est-ce que c'est dans les lunettes? Est-ce que les lunettes vont juste se contenter d'envoyer la vidéo au smartphone? Ça, on sait, voilà, peu importe, mais c'est clair qu'avoir des vraies lunettes qui permettent de filmer l'environnement et puis par conduction osseuse, par exemple, d'avoir du résultat, enfin d'envoyer la réponse sous forme audio, bah, c'est clair que ça supprimera une des barrières qu'on a actuellement, qui est celle d'avoir ce téléphone à la main et d'avoir à interagir avec lui, ce qui n'est pas toujours facile quand on a effectivement la canne dans une main ou le chien dans une main, le téléphone dans l'autre, etc., etc. Donc, probablement des choses moins intrusives que les téléphones, donc les lunettes, ce serait sans doute un bon compromis, seront nécessaires. Ouais. Je pense qu'on en est encore au début. Il y a toujours un pas entre ce qui se fait en labo et puis après le passage à la vraie vie, comme j'aime bien dire. Tout à fait. C'est ça. Et puis bon, ça va poser un tas de problèmes. J'ai pas parlé de vie privée dans cette présentation parce que c'est un sujet qui nous emmènerait très loin, mais dès lors qu'on a des appareils qui cumulent différentes sources de données, donc vidéo, GPS, accéléromètre, etc., etc., et potentiellement les envoie en tout cas une partie de ces informations-là sur les réseaux pour être analysées. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que souvent ces algorithmes sont très gourmands. Donc en fait, aujourd'hui, ils sont pas suffisamment optimisés pour tourner sur nos smartphones. Donc on envoie les données sur le réseau et elles sont traitées sur des serveurs et le résultat nous est renvoyé. Donc ça pose un tas de problèmes en termes de confidentialité potentiellement. Alors, parce que là, il y a une question qui est tombée, qui soulève un problème un peu éthique, qui nous résume que est-ce qu'il y a enfin, je la résume, est-ce qu'il y a un peu un contrôle sur ce qui est appris, sur ce qu'on apprend à ces algorithmes, parce que le fait que ce soit un humain enfin, qui ingurgite les données et les reconnaissances et les actions à mettre en œuvre, est-ce qu'il n'y a pas des risques de biaiser l'information et de biaiser effectivement le comportement de Si, l'intelligence artificielle? Donc, ce serait tout l'idée à d'un fait. contrôle sur ce qui est injecté dans ces algorithmes. Tout à fait. Il y a des contrôles, il y a des biais, par exemple pour la reconnaissance de formules mathématiques, bah, tout simplement si, on fait «ingérer» entre guillemets à l'algorithme, des formules mathématiques où le signe sigma ou le signe omicron, pour parler d'un variant récent, est présent, beaucoup plus largement que les autres, bah, potentiellement ça va inclure des biais, dans la manière dont va se comporter, l'algorithme, dans le futur. Donc il faut des données représentatives. Ça, c'est un enjeu en soi. La sélection des données d'entraînement, d'apprentissage, c'est un gros enjeu en intelligence artificielle. Donc oui, il y a des biais. Ça pose un tas de problèmes éthiques, effectivement, par la suite, surtout quand, par exemple, quand on parle de détection. Aujourd'hui, on utilise de l'intelligence artificielle pour faire énormément de choses. Essayer de savoir si une personne a un comportement potentiellement délictuel. Donc quand on commence à parler de ce genre de choses, ouais, on est confronté à des problèmes éthiques considérables. Ouais. Et est-ce qu'il y a une autorité qui gère ça ou pas encore? La CNIL s'en empare un peu, mais c'est encore des usages qui sont tellement émergents et parfois on n'a même pas idée des usages en question. Donc enfin, il y a eu toute une doctrine légale, toute une éthique qui est en cours d'élaboration par rapport à ça. Donc oui, la CNIL commence à s'emparer de ça, à émettre des avis sur la manière dont sont stockées ces données qui sont envoyées par les utilisateurs plus ou moins contre leur gré, ou avec
plus ou moins leur consentement, si on veut le présenter différemment. Oui, ça arrive, mais c'est difficile parce qu'on a, comme je le disais tout à l'heure, souvent ces données sont envoyées sur des serveurs qui ne sont pas nécessairement en France. Donc, est-ce que la CNIL, qui est française, est compétente là-dessus? Pas forcément, etc., etc. Donc, ça pose vraiment beaucoup de problèmes techniques, mais pas seulement éthiques, juridiques. Et donc, ça, c'est vraiment, ça va être des sujets houleux, entre guillemets, pour les prochaines années, quoi. Il faudra que tu reviennes nous en reparler dans 2 ans pour nous parler des avancées. Ah bah, avec plaisir. Allez, rendez-vous pris pour les Jet Rendez-vous TV pris pour dans 2023. Eh ben voilà, ça y Voilà, est, on c'est commence parfait. à fabriquer le programme. C'est ça, c'est bien. Ah, merci beaucoup, Alex. Merci. Ça nous a effectivement donné l'occasion, ce qui n'est pas toujours le cas de mieux comprendre un peu ce qu'on met derrière tout ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le moindre truc, on nous dit c'est l'intelligence artificielle, et objectivement, il y a beaucoup à en dire, c'est vrai.